Elle est avec nous en duplex en visioconférence, Catherine Chabot. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment longuement parler de votre action au Parlement européen, de votre bilan sur ce nouveau rôle politique après 3 années à Strasbourg. Mais d'abord, quand même, cette route du Rhum. Pourquoi ce retour à la compétition ? Écoutez, c'était pas prémédité. Mais on va dire un concours de circonstances, peut-être l'opportunité d'avoir ce bateau, qui est le bateau avec lequel j'ai accompli mon premier tour du monde, le Vendée Globe 96-97, et que mon mari a racheté à l'état d'épave il y a 4 ans. Il a couru lui-même la route du Rhum après l'avoir fait restaurer. Et c'est lui, normalement, qui devait repartir. Et puis, on va dire peut-être le manque de mer, mais aussi l'incapacité à faire parler des enjeux sur lesquels je suis mobilisée au Parlement européen. Donc, quelque part, je me lance un défi pour l'océan. Puis, il y a un défi un peu personnel, c'est qu'à la fin de l'année, moi, je fête mes 60 ans. Et je crois que j'ai envie de me challenger aussi un petit peu dans cette affaire. Oui, c'est effectivement... je comprends très bien. Je ne suis pas très loin de cet âge-là. Et donc, on s'invente des challenges et ça fait du bien. Est-ce que le départ, c'est le dimanche 6 novembre, Saint-Malo, 13h02 précise. J'imagine que vous avez hâte d'y être. Comment vous vous êtes préparé ? Alors, je pensais au mois de janvier dernier, enfin déjà j'ai pris la décision au mois de juillet, août l'année dernière. Et je pensais au mois de janvier, je me suis dit, j'ai 10 mois devant moi, je serai en super forme, etc. La réalité, c'est que j'ai un agenda au Parlement européen qui est complètement fou. Enfin, on bosse quand même au Parlement européen. Et donc, je n'ai pas, au départ, pu m'entraîner comme j'imaginais. Et puis, vous savez, pour vous qualifier, pour prendre le départ, il faut faire une qualification que j'ai décidé finalement de faire cet été dans le cadre d'une course qui s'appelle la Dream Cup. Et je n'avais pas fait de solitaire depuis 20 ans. Donc, c'était un véritable défi. Et finalement, je l'ai gagnée, cette course. Donc, j'étais vraiment contente. En même temps, il n'y avait pas au départ tous les bateaux qui seront mes concurrents au départ de la route du Rhum. Mais ou sinon, écoutez, j'essaie de faire un peu de sport tous les jours, pas très longtemps. Je fais un petit peu de pilates, je fais des étirements, je fais un peu de gainage, etc. Je me consacre 20 à 30 minutes tous les jours, tous les matins. J'ai fait une petite préparation diététique. Et en dehors de ça, je vais vous dire, Thomas, la réalité, c'est qu'il faut être déjà prêt dans sa tête, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en avoir envie, et ça, j'en ai envie. Ouais. Ça veut dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, la navigation en solitaire, si je vous écoute, si je vous entends bien. Mais vous êtes ambitieuse, vous visez quoi, la victoire, le podium dans votre catégorie ? Oh là là, déjà, je vise de boucler cette route du Rhum en course, c'est-à-dire de traverser et de ne pas avoir, d'éviter les avaries. Enfin voilà, de boucler la course, c'est quand même pas si simple. Il y a 4 ans, il y a eu énormément d'abandons, beaucoup de bateaux qui se sont arrêtés. Mon mari est allé au bout, il a fait presque un podium, il a fini 4e. En 98, moi j'ai couru la route du Rhum sur le bateau de mon 2e Vendée Globe, et malheureusement la tête de mât a cassé à quelques jours de l'arrivée. Et j'ai fini la traversée, mais pas en course. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième, bien évidemment, c'est d'essayer de mettre autant de bateaux que faire se peut derrière moi. Mais je pense que cet objectif sportif, en plus, la motivation sera qu'il aidera à servir l'objectif de mettre la lumière sur l'océan, sur sa préservation et sur tous les enjeux liés à la mer. Ce bateau, vous nous l'avez dit, vous avez tout fait le Vendée Globe en 96, première femme à boucler un tour du monde en solitaire et sans escale. Est-ce que cette dimension-là, c'était aussi une dimension importante pour vous, d'être une pionnière d'une certaine façon ? Ça n'a jamais été un objectif pour moi d'être une pionnière, et du reste, quand j'ai bouclé ce Vendée Globe en 96-97, nous étions 2 femmes au départ, c'était Isabelle Autissier. Je pense que je dois mon titre de gloire à la rupture de son safran. Isabelle a ouvert aussi des portes sur les tours du monde en solitaire. Donc effectivement, je suis devenue la première femme à le boucler en solitaire. C'était pas un objectif, mais je me rends compte aujourd'hui, en écoutant les générations qui arrivent, qu'effectivement on a ouvert des portes, bien évidemment Florence, Isabelle ou moi. Et tant mieux, aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui, avec un talent formidable, qui participent à ces compétitions. Pas beaucoup de femmes au départ de la route du Rhum au regard des 138 concurrents au total, mais je crois qu'on est 7 au total. Voilà, il pourrait y en avoir plus. Alors ce bateau, c'est un 2-mâts de 18 mètres de long qui porte les couleurs de Formative Network et de l'ESI Business School, 2 sponsors qui ont en commun de former des étudiants. Je voudrais qu'on parle
de l'engagement de cette génération pour la défense de l'environnement, pour la biodiversité. On le ressent, on l'a beaucoup abordé dans cette émission, notamment le mouvement des étudiants pour un réveil écologique. Vous sentez là cette ébullition, vous accompagnez ce mouvement ? Oui, absolument. En fait, donc ces écoles forment en alternance. Et quand déjà, il y a 4 ans, Formative Network, qui était le réseau d'écoles qui suivait, en apprentissage, qui suivait on va dire l'engagement de Jean-Marie Pattier, mon mari, dans la route du Rhum, était déjà ambassadrice de l'appel que j'ai lancé en 2018 pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun. Et pour répondre à votre question, moi je suis assez bluffée de cette génération. Alors les étudiants que je rencontre dans ces écoles, mais aussi ceux qui m'accompagnent au Parlement européen, c'est plus des étudiants, ce sont des jeunes. J'ai également dans Ocean Common une équipe de jeunes qui mènent toutes les actions de mobilisation du public, et je suis bluffée aussi par leur engagement. Et puis au niveau européen, il y a un réseau qui s'appelle Youth for Ocean, qui a été créé par la Commission européenne, avec lesquels nous avons organisé une manifestation, une conférence à Lisbonne dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Et effectivement, moi je suis, alors en général, les jeunes sont bien évidemment mobilisés sur l'environnement, en particulier sur l'océan, et moi je reçois énormément de candidatures de jeunes qui veulent faire des stages au Parlement européen et qui me disent « moi je suis vraiment mobilisée, j'ai envie de me mobiliser pour l'océan ». Alors vous nous l'avez dit, effectivement votre bateau sera l'ambassadeur de Ocean Common, l'appel pour l'océan bien commun de l'humanité. Si on détaille un peu, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche? Elle n'est pas nouvelle, hein, Ocean Common, ça fait plusieurs années. Oui, ça fait maintenant ça fait 4 ans et demi. En fait, cette notion, pour comprendre, en fait, il n'y a qu'un océan sur la planète. On parle des océans, mais la réalité, c'est qu'ils sont tous connectés, il n'y en a qu'un seul. Et aujourd'hui, plus on le connaît, plus on mesure tous les bienfaits qu'il apporte à l'humanité. L'océan fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il capte un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Il absorbe énormément, 93% de la chaleur due à nos émissions. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'océan, la planète serait beaucoup plus chaude. Il nous nourrit, bien évidemment. Vous savez que vous avez 3 milliards d'individus sur Terre qui ne trouvent leurs ressources en protéines que de la mer. L'océan, c'est aussi par l'océan que transitent nos marchandises. C'est aussi un réservoir d'énergie. On développe des énergies marines. Et puis là, on découvre depuis quelques années, notamment au travers d'expéditions comme celle de Tara ou autres, on découvre des richesses génétiques avec lesquelles ces molécules que l'on découvre, on fabrique aujourd'hui des médicaments, notamment contre le cancer et bien d'autres choses. Il y a des brevets qui sont déposés. Et du reste, il y a une espèce de course, c'est un nouvel Eldorado, et en ce moment se négocie au niveau des Nations Unies un traité pour que l'océan soit préservé, ses richesses soient partagées, etc. Et donc, au travers de cette notion de bien commun, nous essayons d'appeler la mobilisation, la responsabilité individuelle et collective. Je vais vous raconter une chose. En 91, moi j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois, c'était avec la Mini Transat en solitaire, et en plein milieu de l'Atlantique, j'ai vu des déchets. C'était il y a 30 ans, Thomas. C'était des déchets en mer, vous en entendez parler depuis quoi, 10 ans, 15 ans? Et donc à ce moment-là, je ne me suis pas dit où sont les affreux pollueurs. Moi, je me suis dit, mais comment en est-on arrivé là collectivement et qu'est-ce que moi je peux faire? Et en fait, ce qu'on essaie de mobiliser au travers de cette notion de bien commun, c'est qu'on a tous notre part à faire pour on va dire la restauration, la régénération. Et pas uniquement ceux qui vont en mer, pas uniquement ceux qui habitent au bord du littoral, ceux aussi qui sont en amont des bassins versants. L'océan concerne tout le monde, qu'on habite un pays qui n'a pas on va dire de bordure littorale, voilà. Donc c'est une initiative qu'on a lancée avec l'Institut français de la mer, le CNRS, ouais. Et nous allons publier on va dire le fruit de nos réflexions scientifiques sur le sujet. Alors il y a deux éléments sur lesquels je voudrais revenir. D'abord la source de pollution et à quel point l'océan
l'océan est menacé par le réchauffement climatique? Parce que vous avez raison, c'est notre bien commun et dans la responsabilité de la pollution dont on parle, ben, évidemment, ça part de la Terre. Donc il y a une action à mener de ce côté-là, ça c'est le premier aspect de la question. Et puis ensuite, on parlera de l'impact du réchauffement. Alors du côté des pollutions, hein, c'est bien ça votre question. Oui. Il y a deux types de grandes pollutions, les déchets et ce qu'on appelle les pollutions diffuses, c'est-à-dire les eaux qui sont polluées. Et bien évidemment, les solutions, elles sont majoritairement à terre. On sait on estime à 80 millions de tonnes les déchets qui viennent de la terre et qui rejoignent la mer. Et en fait, moi, du reste, au Parlement européen, j'ai été rapporteur d'un avis sur ce sujet-là, d'un rapport d'initiative. Et l'idée, c'est d'arriver très en amont et on va dire dans une approche complètement systémique, de regarder depuis la conception des produits jusqu'à l'économie circulaire pour que les déchets ne soient jamais perdus dans la nature, mais malgré tout, au travers, vous savez, des eaux pluviales, quand il pleut, ça lessive les villes. Et vous avez beaucoup de déchets qui rejoignent, on va dire, les émissaires. Ça rejoint, si ce n'est pas collecté, s'il n'y a pas dans les zones de concentration, d'accumulation, une collecte qui est faite, ça finit par rejoindre les rivières et la mer. Oui. Donc quand c'est dans l'océan, pardon de vous interrompre, d'une certaine façon c'est déjà trop tard, on peut dire ça, notamment oui. C'est des particules plastiques qui sont de plus en plus petites et qu'on ne peut pas récupérer. Oui, la mission Tara qui avait fait le tour de l'Europe à observer les déchets dans les rivières a constaté qu'en fait les déchets, notamment les plastiques, se fragmentent déjà dans les rivières. Donc il y a une fragmentation qui est due à l'érosion, qui est due au soleil, au rayonnement, etc., qui est extrêmement importante. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les ramasser sur les plages. D'abord, ça fait des actions de sensibilisation. Je ne dis pas je pense qu'à terme, on pourra éventuellement aller ramasser les déchets dans les zones d'accumulation en profondeur. Pour l'instant, on n'y est pas. Aller ramasser les déchets en plein milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, pourquoi pas? Ça fait, je veux dire, toutes les actions sont bonnes à prendre, mais c'est vraiment à terre qu'il faut fermer le robinet des déchets qui vont à la mer. Et puis, il y a donc cette autre sources de pollution qui sont tout ce qu'on appelle les intrants qui viennent de l'agriculture, mais aussi de notre consommation de médicaments qui viennent aussi de l'industrie. Et on a un très gros travail à faire en amont sur la réduction de ces pollutions qui sont plus diffuses. Oui, d'un mot, l'impact du réchauffement climatique sur l'océan. Là aussi, vous parliez des 3 milliards d'êtres humains qui trouvent leur source de protéines grâce à l'océan. Enfin, on parle quoi de cyclones de plus en plus violents, éventuellement de plus en plus nombreux. Quelles sont les conséquences? Oui, en fait, il y a différents types de conséquences, mais les cyclones, c'est le réchauffement de l'océan en profondeur et même en surface, puisque les cyclones, ils ont besoin pour démarrer, on va dire, la cyclogénèse, ils ont besoin que l'océan soit chaud. Et c'est ce qu'on a constaté encore récemment avec les cyclones qui ont frappé la Guadeloupe ou la Floride, ou même l'ouragan qui a frappé la Corse l'été dernier avec un océan qui brûle. En fait, l'océan, il est en feu en ce moment. C'est ce que disent les scientifiques. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi le sujet de la grosse concentration de CO2 dans l'océan qui fait que l'océan s'acidifie. Et ça a un impact sur les écosystèmes, notamment sur les récifs coralliens, etc. Tous le plancton qui ont un squelette avec du calcaire. Donc ça fait fondre le calcaire. Et puis bien évidemment, l'océan qui se réchauffe, ça le dilate. Et du coup, il s'élève. L'élévation du niveau de la mer, c'est surtout pas dû à la fonte de la banquise, c'est dû à la fonte des glaciers, mais aussi à la dilatation de l'océan. Donc les impacts sont multiples. Et pour les populations côtières, moi je travaille sur ce sujet au Parlement européen beaucoup. Je suis dans une commission développement. Ça a un impact formidable. Donc il faut arriver à sauver les écosystèmes marins et côtiers, l'océan dans son ensemble, mais aussi beaucoup les écosystèmes marins et côtiers. Ouais. Vous avez été élu en 5e position sur la liste de la République En Marche et du MoDem. Pourquoi cet engagement politique? Pourquoi vous vous êtes dit il faut finalement... Alors il y avait eu d'autres actions politiques auparavant, mais c'est quoi? C'est un levier efficace pour vous et notamment le Parlement européen?
Absolument, c'est-à-dire que moi, vous allez rigoler, mais j'ai refusé ce mandat 3 fois. Depuis 2004, à chaque échéance électorale, on m'a proposé d'être numéro 2 sur une liste et j'ai toujours refusé parce Ouais. que la politique n'était pas mon mode d'engagement. Mais en 2019, 2018 d'abord, peut-être une conversation avec Marielle de Sarnez, qui n'est plus là et à laquelle je pense, qui m'a fait comprendre que l'Europe est le bon échelon parce que l'océan ne connaît pas de frontières et si on veut mutualiser les solutions, on le voit avec les solutions qu'on a trouvées pour le Covid et aujourd'hui dans la crise climatique, l'Europe permet de mutualiser les solutions et je me suis dit, en ce moment j'ai travaillé, on vient de voter sur un texte sur la décarbonation du transport maritime. Si on veut développer plus d'énergie marine dans une démarche de durabilité, si on veut rendre la pêche plus durable, etc., l'Europe est véritablement le bon échelon. Vous venez de faire voter une résolution pour justement renforcer la place de l'océan dans les textes et institutions européens. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Ça semble un peu nébuleux vu d'ici. Oui, en fait, c'est assez simple. L'océan est traité, et même côté français, c'est la même problématique, en silo. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la mer, enfin de la préservation, de la recherche, de la pêche, de l'énergie. Mais en fin de compte, tous ces sujets, ou du transport, tous ces sujets sont liés. La problématique des enjeux liés à la mer, c'est qu'ils touchent absolument tous les mandats ministériels dans un gouvernement et toutes les missions dans une commission, tout le monde est concerné. À la Commission européenne, l'océan, il est dans le portefeuille du commissaire chargé de l'environnement et de l'océan. Mais il n'a pas l'énergie, il n'a pas le transport, il n'a pas le numérique. Vous savez que 99% de nos communications par Internet passent par la mer. Il n'a pas la défense, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche beaucoup plus intégrée. Je milite pour un vice-président chargé des enjeux maritimes, de la même manière qu'on a un vice-président chargé du climat. Et je vais vous dire, moi, mon slogan de campagne, c'était l'Europe renaîtra aussi de la mer. C'est aussi un enjeu géopolitique. C'est-à-dire que comme il n'y a qu'un seul océan, en ce moment se négocie le futur traité sur la haute mer, le futur traité sur le plastique, sur le climat, sur la biodiversité. C'est un enjeu de préservation du multilatéralisme parce que nous n'avons pas le choix. Si nous, collectivement, si nous ne mobilisons pas pour sauver l'océan, pour le préserver, il ne sera pas l'avenir de l'humanité. Il y aura des impacts formidables alors qu'il est un enjeu de paix. Et c'est tout ça que nous essayons aussi de porter avec cette notion de bien commun. Et alors justement, est-ce que ça veut dire qu'il faut multiplier les sanctuaires maritimes? Il y en a déjà, mais c'est pas si facile parce que finalement l'enjeu c'est quoi? C'est de faire en sorte que ça soit pas un espace de non-droit dans lequel on puisse faire n'importe quel type de business avec n'importe quelle conséquence, notamment environnementale et sur la biodiversité? Absolument, il faut à la fois du cadre, donc il faut préserver, vous savez, il y a un objectif de 30% d'aires marines protégées d'ici 2030, et en même temps, il faut arriver à faire comprendre que nos activités, que je ne condamne pas, moi je pense qu'on a un avenir économique avec la mer, mais il faut mettre la durabilité en amont. Dans le cahier des charges, par exemple, du développement des énergies marines, il faut regarder comment ces infrastructures non seulement peuvent réduire leur impact sur la biodiversité, mais peuvent contribuer à fabriquer des effets réserves, des effets récifs. Et ça, on n'y est pas encore. Et donc, il faut effectivement préserver et essayer de comprendre, et c'est tout l'enjeu en fait de ma mobilisation depuis 20 ans, et notamment depuis le Grenelle de la mer. Moi, je suis une enfant du Grenelle de la mer. C'est vraiment une démarche formidable qu'on a connue en France, à l'initiative de Jean-Louis Borloo. Moi, je pense qu'on peut lui rendre hommage. Il faut véritablement arriver à faire comprendre que sans pousser le curseur de la durabilité, y compris dans le transport maritime, etc., on n'y arrivera pas. Donc il y a urgence à préserver cet océan. Mais justement, vous avez évoqué les énergies marines. On pense à l'éolien offshore ou l'éolien maritime. On avait reçu ici même une entreprise qui fait une étude d'impact, qui essaye de créer des infrastructures qui peuvent permettre, j'emploie peut-être pas les bons termes, mais voilà, aux poissons de nidifier et finalement d'en faire un espace de vie. Donc je trouve que la démarche était intéressante, mais ces études d'impact, est-ce qu'elles sont faites systématiquement? Comment ça se passe?
Alors c'est très amusant ce que vous dites et je ne sais pas si vous parlez des recherches de Sylvain Pioche et de Denis Lacroix parce que moi j'essaie de promouvoir ce concept d'infrastructure maritime à impact positif. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a 15 ans, j'ai tourné des documentaires, je suis une ancienne journaliste, Oui, je sais. sur les solutions et en fait c'était du Bismart avant l'heure, donc je suis très heureuse, d'autant plus heureuse d'être dans votre émission aujourd'hui. Les études d'impact on a tendance à limiter notre démarche de préservation à l'étude d'impact. Elles sont absolument nécessaires, les études d'impact, parce que finalement, elles permettent de comprendre quelles sont les espèces, quels sont les habitats, quels peuvent être les impacts environnementaux, également sociaux, parce que les études et économiques, parce que les études d'impact, c'est pas uniquement environnemental. On est sur les 3 piliers du développement durable, ça j'insiste beaucoup. Mais là, l'idée, c'est peut-être d'aller plus loin que de se dire, bon, voilà quels sont les impacts possibles, comment je peux faire pour les limiter. Moi, je propose de changer de paradigme et de dire comment finalement mon activité peut bénéficier à l'écosystème et même au métier. C'est-à-dire que si on développe des énergies marines, il va falloir travailler avec les pêcheurs. Pourquoi pas imaginer, à un moment, on a essayé de développer cette notion de ce concept de pescatourisme. Les pêcheurs peuvent trouver une activité liée finalement au développement des champs d'éoliennes offshore. Un champ d'éoliennes offshore, pour moi, ça peut être aussi un lieu d'aquaculture, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on consomme plus de poissons d'aquaculture que du poisson sauvage. Donc il y a, à mon avis, tout un enjeu autour de l'utilisation de l'espace maritime, c'est ce qu'on appelle la planification des espaces maritimes, et dans lequel on doit mettre en amont comment collectivement on contribue à cette régénération de l'océan. La régénération, c'est d'ailleurs tout l'enjeu d'une mission liée au programme Horizon Europe, que je soutiens complètement, qui est la mission Starfish. Donc il y a cette idée que collectivement on peut régénérer. Alors vous allez me dire, je suis peut-être très optimiste ou très utopiste dans cette affaire. Moi, je crois à la capacité, à chaque fois qu'on a mis en œuvre des solutions de régénération, la biodiversité repart. Eh ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Catherine Chabot. Bon vent. À bientôt sur Bismart. On va suivre votre départ 6 novembre, je le rappelle, depuis Saint-Malo, à bord de Formative Network ESI Business School. Merci encore. On passe à notre rubrique consacrée tout de suite aux start-up éco-responsables.